La première fois que j'ai lu ces messages à voix haute, je ne me tenais pas dans ma cuisine. J'étais debout, sous les lumières jaunes blafards de la salle des fêtes de la mairie de Saint-Étienne, tenant un dossier en carton rigide devant toute la famille de ma femme. La salle sentait le vieux café refroidi et la bière bon marché. Une banderole d'anniversaire pour ma belle-mère s'affaissait au-dessus de la piste de danse improvisée. Des chaises pliantes grinçaient. Quelque part, un enfant avait lâché une fourchette en plastique. Et là, j'étais, Philippe, un homme de 58 ans, technicien en chauffage, qui lisait « Je n'arrête pas de penser à vendredi dernier dans ta voiture. Ton sourire me manque plus qu'il ne devrait. » Personne n'a ri. Valérie m'a fixé comme si j'avais arraché le toit du bâtiment. Son collègue, Mark Jensen, a essayé de disparaître dans sa chaise. Tous les regards se sont tournés de moi à eux, puis de nouveau sur moi. C'était la nuit où tout s'est dévoilé. Mais tout a commencé 2 semaines plus tôt, un mardi dans notre petite cuisine exiguë de la rue de la Paix. Tandis que j'étais penché sur une poêle d'escalope de porc, me demandant si j'avais mis trop d'huile, Valérie prenait sa douche. J'entendais l'eau couler dans le couloir. Les vieux tuyaux grinçaient comme toujours. La vapeur s'échappait par la porte ouverte de la salle de bain, portant avec elle le léger parfum sucré de son savon lilas jusque dans la cuisine. Cela se mêlait à l'odeur de la viande qui sautait et des oignons, ainsi qu'au murmure sourd du journal télévisé de France 2 à la télévision. Et pendant un moment, je me souviens d'avoir pensé « c'est juste une soirée ordinaire ». Puis son téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Il reposait à côté de la salière, écran vers le haut, dans une coque en faux cuir éraflé. À notre âge, la plupart des SMS viennent des enfants, des médecins ou des pharmacies. Je pensais que c'était notre fille à Lyon ou notre fils à Villeurbanne. L'écran s'est illuminé. Ton sourire me manque. J'ai essuyé mes doigts sur un torchon et j'ai ramassé le téléphone. Le ventilateur de la salle de bain bourdonnait. La douche continuait de couler. La vapeur se déroulait dans l'encadrement de la porte comme si rien n'était mal. J'ai tapé sur le message. « Ton sourire me manque », disait-il à nouveau avec un petit cœur à la fin. Le nom en haut était « Marc J. Travaille ». J'avais rencontré Marc une seule fois à une fête de Noël à la banque First River Credit Union où Valérie travaillait. Plus jeune que nous, poignée de main ferme, grand sourire, coupe de cheveux que vous payez trop cher. Il m'avait appelé « Monsieur », parlait des taux d'intérêt comme des scores de foot. Pour quelques secondes, j'ai essayé de lui donner une lecture généreuse. Peut-être que c'était une blague. Peut-être du badin au bureau. Peut-être que j'étais dramatique. Puis, le téléphone a vibré à nouveau. Je n'arrête pas de penser à vendredi dernier dans ta voiture. Vendredi soir, elle m'avait dit qu'elle restait tard pour clôturer les rapports de fin de mois. J'avais mangé du pain de viande réchauffé seul à la table et m'étais endormi dans mon fauteuil inclinable devant un film de Noël d'une chaîne française. Maintenant, mon estomac s'est noué si fort que cela m'a fait vaciller. Mes mains ont commencé à trembler. Pas de tremblement violent, juste une fine vibration comme lorsque vous essayez d'enfiler une aiguille et que vous réalisez que vous n'avez plus 30 ans. J'ai posé la spatule pour ne pas éclabouser l'huile chaude partout. La douleur est venue d'abord, aiguë et stupide. La colère est venue juste derrière. Je me voyais marcher dans le couloir, arracher la porte de la salle de bain, lui enfoncer le téléphone au visage, tandis que l'eau nous frappait tous les deux. Mais quelque chose d'autre s'est glissé à la place. Un calme froid et focalisé, le même sentiment que j'éprouve quand je fixe une chaudière morte en janvier. Vous pouvez paniquer ou vous pouvez basculer le commutateur sur manuel et affronter le problème. Je me suis tenu là, respirant le lilas et la graisse de porc, et j'ai discuté avec moi-même. Ne fais rien de stupide, Philippe. Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. Tu ne sais pas ce qu'il fera. Tu ne sais même pas ce que tu feras. Une autre partie de moi a répondu. Tu as vu assez. Mon pouce a glissé sur le clavier. J'ai relu le dernier message. Je n'arrête pas de penser à vendredi dernier dans ta voiture. Je lui ai répondu, prétendant être elle. Viens chez nous, ai-je tapé. Mon mari n'est pas à la maison aujourd'hui. J'ai maintenu mon doigt sur le bouton d'envoi. Si je l'envoyais, il n'y avait pas de retour. Si je ne l'envoyais pas, j'étais de retour où j'avais commencé, debout dans ma cuisine, prétendant que je n'avais pas vu ce que j'avais vu. J'ai appuyé sur « Envoyer ».
Le message a disparu dans la tour cellulaire qui transporte les secrets autour de Saint-Étienne. J'ai remis le téléphone où il était, écran vers le bas cette fois-ci. La douche coulait toujours. La chaudière s'est enclenchée au sous-sol avec un grondement bas. La graisse a éclaboussé dans la poêle et m'a brûlé le poignet. Pendant un moment, j'ai juste écouté ma propre maison comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. La réponse est venue plus vite que je ne le souhaitais. Dans combien de temps ? Ma bouche s'est asséchée. J'ai tapé « quand tu veux ». Je vais être sous la douche pendant un moment. Les petites bulles de saisie ont clignoté, disparu, sont réapparues. « Donne-moi 20 minutes », a-t-il écrit. Puis une autre ligne. « Tu me manques », j'ai presque ri. 20 minutes. C'était tout ce qu'il fallait pour mesurer le respect que cet homme avait pour mon mariage. Le respect que ma femme avait pour lui. J'ai baissé le brûleur, couvert la poêle et mis la fourchette de côté. Mes mains tremblaient toujours, mais maintenant c'était parce que je retenais tout. Chaque partie de moi voulait exploser, de lancer le téléphone dans l'évier, de frapper à la porte de la salle de bain et d'exiger des réponses avec du savon dans ses cheveux. Je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai marché vers le salon, éteint la télévision et me suis tenu à la fenêtre de devant en regardant notre rue tranquille. Le ciel d'hiver au-dessus de Saint-Étienne était plat et gris. Un voisin déchargeait les courses de sa camionnette. Rien n'avait l'air différent. Et pourtant, tout avait changé. La douche s'est arrêtée. Les tuyaux ont grincé. Un moment plus tard, j'ai entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir et les pieds nus de Valérie sur le tapis du couloir. Elle fredonnait doucement un air qu'elle fredonnait toujours quand elle se sentait bien. J'avais autrefois aimé ce son. Elle a marché dans la cuisine dans son peignoir, la vapeur la suivant, et a souri comme si rien au monde n'était mal. « Ça sent bon », a-t-elle dit. « C'est les escalopes de chez Carrefour ?»« Oui », ai-je dit. Ma voix semblait normale. Cela m'a fait peur. Ce devrait être prêt bientôt. Elle m'a donné un baiser rapide et automatique sur la joue et a tendu la main vers son téléphone. J'ai regardé son visage quand l'écran s'est illuminé. J'ai vu la couleur s'échapper juste une teinte. Ses yeux se sont levés vers moi puis redescendus. Son pouce a commencé à se déplacer trop vite, comme si elle pouvait repousser tout le contenu dans l'obscurité si elle tapait juste assez vite. Avant que l'un de nous puisse parler, la sonnette a retenti. Le son a traversé mon corps comme un clou. Valérie s'est figée. Ses doigts se sont serrés autour du téléphone. Pour une seconde, elle avait l'air qu'elle pourrait être malade juste là sur le carrelage de la cuisine. « Je vais répondre », ai-je dit. J'ai à nouveau essuyé mes mains sur le torchon de cuisine, même si elles étaient sèches, et j'ai marché dans le couloir vers la porte d'entrée. Mon cœur battait assez fort pour faire mal. Je ne savais pas exactement ce que j'allais dire ou faire. Je savais seulement que je n'allais pas prétendre que cela ne s'était pas produit. J'ai mis ma main sur la poignée, j'ai respiré profondément et j'ai ouvert la porte pour voir exactement qui manquait autant le sourire de ma femme pour se montrer à ma porte un mardi soir. Valérie se tenait derrière moi dans le couloir, figée dans son peignoir, dégoulinant d'eau sur le tapis. J'entendais sa respiration, courte et peu profonde, comme quelqu'un qui essayait de ne pas suffoquer. Elle n'a dit aucune parole, ni moi non plus. Le seul bruit était le bourdonnement de la chaudière derrière nous et le faible grincement des pneus alors qu'une voiture s'éloignait. J'ai lentement fermé la porte, sans la claquer, juste en la poussant doucement, jusqu'à ce que la serrure clique. Ce minuscule bruit semblait plus fort qu'un coup de feu. Quand j'ai finalement fait demi-tour, Valérie a fait un demi-pas en arrière, serrant son téléphone contre sa poitrine. « Philippe ?» a-t-elle chuchoté. « Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Une partie de moi voulait crier, d'exiger des explications, de verser chaque once de douleur qui bouillait sous mes côtes. Mais quelque chose en moi refusait de lui donner ce pouvoir. Ma voix s'est avérée plus stable que je ne le sentais. « Je pense que tu le sais déjà, » ai-je dit. Ses yeux se sont écartés vers le bas, puis vers la porte, puis de nouveau vers moi. « Tu ne comprends pas, il voulait juste... Ce n'est pas... » « Quoi, Valérie ?» ai-je dit, levant une main. « Ne... » Elle a fermé la bouche comme si le mot lui-même l'avait giflé. Pendant un long moment, ni l'un ni l'autre n'a bougé. La maison semblait trop petite pour nous deux,
trop remplie de mensonges pour bien respirer. Elle a serré son peignoir plus fort, comme si elle avait froid. Mais le chauffage fonctionnait. Je pouvais le sentir sur mon visage. Enfin, elle a trouvé sa voie. « Pourquoi tu lui aurais écrit? Pourquoi tu l'aurais trompé comme ça ?» J'ai presque ri. « Tu l'as trompé, Valérie? Il a cru que tu lui demandais de venir. Il n'a pas hésité, pas même pour une seconde. » Son visage s'est tordu avec la panique. « Ce n'est pas comme ça. Tu le tordis. Nous discutions juste. Ce n'était... » « Valérie ?» ai-je dit à nouveau, plus doucement cette fois. « Arrête de mentir. » J'ai vu les messages. Elle s'est figée complètement comme si son cerveau avait heurté un mur et n'avait nulle part où aller. Ses yeux se sont remplis, mais elle n'a pas encore pleuré. Elle m'a juste regardé avec ce mélange de culpabilité et de peur et quelque chose d'autre. Peut-être du calcul, comme si elle testait quelle approche pourrait la sauver. « Philippe, je suis désolée, » a-t-elle chuchoté. Ces mots m'ont fait plus de mal que les messages. Ils sont venus trop vite, trop facilement. Une excuse devrait s'effondrer sous son propre poids. La sienne a flotté. J'ai marché devant elle vers la cuisine. Je ne voulais pas la regarder. Je ne voulais pas respirer le même air. Les escalopes avaient trop cuisiné. Maintenant, les bords se recourbaient dans la poêle. J'ai éteint la cuisinière, j'ai levé la poêle et je l'ai mise dans l'évier. Derrière moi, Valérie planait dans l'encadrement de la porte. « Pouvons-nous juste parler ?» a-t-elle dit. « S'il te plaît ?» « De quoi ?» ai-je demandé sans me tourner. « De quelle partie? Vendredi? Les messages de texte? Depuis combien de temps cela se passe-t-il ?» Elle a tressailli, peut-être même grimacé. « Philippe, j'ai fait une erreur. Je me suis finalement tourné pour lui faire face. Un message, c'est une erreur, ai-je dit. Toute une conversation, c'est une décision. » Sa gorge s'est bougée alors qu'elle avalait. Pour la première fois ce soir, j'ai vraiment commencé à la voir. Cheveux mouillés, peignoir noué mal, mascara maculé sous un œil à cause de la vapeur de la douche. Elle paraissait plus jeune que d'habitude, mais pas de manière flatteuse. Plus comme quelqu'un surpris au milieu de quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé avoir à affronter. « Je ne voulais pas que ça aille si loin, » a-t-elle chuchoté. « Jusqu'où ça s'est rendu ?» ai-je demandé. Elle a cligné rapidement une fois, 2 fois. « Philippe, depuis combien de temps ?»« Je te le dis, dis-moi la vérité pour une fois. » Le silence s'étira entre nous. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Elle a frotté son pouce sur le bord de son téléphone. Quand elle a finalement parlé, sa voix s'est cassée. « Quelques mois. » Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Quelques mois. Pas un moment qui s'échappe. Pas une nuit. Pas un malentendu. Des mois. J'ai marché devant elle à nouveau, me dirigeant vers le salon. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin d'air qui ne sentait pas la trahison. Elle m'a suivi, se serrant les bras. « Où tu vas ?» a-t-elle demandé. « M'asseoir, » ai-je dit. « Réfléchir. » « À quoi ?» Je lui ai lancé un regard fatigué. À savoir si nous avons été mariés pendant 30 ans ou si j'ai juste te gardé confortable pendant que tu essayais quelque chose de plus neuf. Elle s'est arrêtée dans le couloir, sa main couvrant sa bouche comme si les paroles l'avaient physiquement frappée. Pour une seconde, je pensais qu'elle pouvait s'effondrer. Je me suis assis sur le fauteuil inclinable, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains. Mon cœur a sauté dans mes oreilles, lourd et inégal. Je n'étais plus en colère. Pas le genre bruyant, juste creux, comme si quelque chose avait creusé l'intérieur de ma poitrine. Valérie se tenait dans l'encadrement de la porte me fixant. « Philippe, s'il te plaît, dis quelque chose. Crie après moi si tu dois. Ne t'assieds pas juste comme ça. »« Je ne veux pas crier, » ai-je dit. « Je ne veux pas être comme ça. Je veux juste la vérité. »« Je t'ai dit la vérité, » a-t-elle chuchoté. « Non, » ai-je dit en levant les yeux vers elle. « Tu m'as dit le minimum que tu pensais que tu pouvais me dire pour te sauver. » Elle a ouvert la bouche, fermée. Elle l'a ouverte à nouveau, puis elle s'est détournée, s'essuyant la joue du dos de sa main. Cette nuit-là, elle a dormi dans la chambre d'amis. Je l'ai entendue pleurer derrière la porte, tranquille mais constant. Et au lieu de la réconforter comme je l'ai fait pendant des décennies, je me suis assis sur notre vieux ordinateur de bureau, j'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à écrire tout en bas, les heures, les dates, les détails. Non pas parce que la vengeance était facile,
mais parce que je savais que ce serait difficile. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Chaque fois que j'ai fermé les yeux, j'ai revu ces messages. De petits morceaux brillants d'une vie que je ne savais pas que ma femme vivait. Vers 2 heures du matin, j'ai arrêté de prétendre et je suis allé m'asseoir à la table de la cuisine avec une tasse de vieux café que j'avais réchauffé au micro-ondes. La maison semblait différente maintenant, trop tranquille, trop consciente d'elle-même, comme si elle savait que quelque chose s'était fissuré dans ses murs. Vers 7 heures, Valérie est partie au travail sans dire grand-chose. Elle planait dans l'encadrement de la porte avant de partir, son sac à main suspendu à son épaule comme un poids. « Pouvons-nous parler plus tard » a-t-elle demandé, sa voix petite. « Peut-être » ai-je dit. Elle est partie. La porte s'est fermée. Le silence qui a suivi semblait final. J'ai fixé l'ordinateur portable qu'elle avait laissé dans le salon. Il n'était pas verrouillé. Elle n'avait jamais eu besoin. Je ne voulais pas l'ouvrir. Je ne voulais pas être l'homme qui fouille dans les fichiers de sa femme comme un adolescent jaloux. Mais je n'allais pas non plus être l'homme qui a mis sa tête dans le sable. J'ai la portée à la table de la cuisine et j'ai ouvert le clavier. Pour un moment, tout ce que j'ai vu était son économiseur d'écran. Nos enfants à un lac dans le Wisconsin il y a 20 ans. 2 adolescents riants qui croient toujours que le mariage de leurs parents signifiait quelque chose de solide. J'ai cliqué dans son Gmail. Ils y étaient, des douzaines de messages, certains longs, certains courts, certains qui semblaient innocents. Mais sachant ce que je savais, chaque ligne semblait pointue. J'ai commencé à lire. « Merci pour hier soir, j'en avais besoin. Je ne peux pas arrêter de penser à toi dans ce pull rouge. Tu avais l'air incroyable. J'aimerais que tu n'aies pas à rentrer si tôt. » Et celle qui m'a coupé le souffle. « Un jour, nous n'aurons pas à nous cacher. Un jour. » Mon estomac s'est tordu. J'ai cliqué sur leur calendrier Google partagé. Les lundis marqués, fermeture des rapports en retard. Les mardis midi marqués, formation en équipe. Une poignée de samedis libellés, courses, ce que je voyais maintenant comme tout sauf ça. Chaque découverte était un coup de poing. Chaque horodatage, un battement de cœur disant « Tu n'étais pas fou. Tes instincts n'étaient pas erronés. Tu avais raison de ne pas faire confiance au silence. » Je me suis penché en arrière, fixant l'écran. La douleur et la colère ont tourbillonné ensemble, mais sous elle, quelque chose de plus régulier a commencé à se former. Un plan, pas par impulsion, pas par rage, mais d'un lieu de clarté froide. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas la jeter dehors. Je n'allais pas me faire arrêter pour faire un choix stupide au cœur du moment. J'allais m'assurer que la vérité se révèle d'une manière que personne ne pouvait tourner. Mais d'abord, j'avais besoin de conseils. J'ai conduit au centre-ville pour voir un avocat, maîtresse Evelyne Mercier, avocate spécialiste en droit de la famille. Un petit bureau de briques près du palais de justice de Saint-Étienne. Sa réceptionniste, une femme dans ses années 60 avec des lunettes de lecture sur une chaîne en argent, m'a donné un regard sympathique alors qu'elle me tendait un presse-papier. Maîtresse Mercier elle-même était calme et directe. « Prenez votre temps », a-t-elle dit. « Dites-moi ce que vous avez découvert. » Je lui ai tout dit, les messages, la douche, la sonnette, l'expression sur le visage de Valérie. Maîtresse Mercier a écouté sans broncher, acquiesçant lentement comme si elle avait entendu une version de cette histoire plus de fois qu'elle ne l'aurait souhaité. Quand j'ai terminé, elle a croisé ses mains. « Philippe, je sais que vous souffrez, mais vous pensez clairement, et c'est bon. Vous devez rester de cette façon. » J'ai acquiescé. « Vous avez besoin de documentation, » a-t-elle dit. Des captures d'écran, des emails, des dates, tout ce qui établit un schéma. Ne le confrontez plus, ne menacez personne, ne faites pas de scène. Collectez juste la vérité. C'est tout. C'est tout ? Ai-je demandé. Collecte seulement, a-t-elle répété. Puis décidez de quoi votre vie doit ressembler. Ces paroles m'ont accompagné pendant tout le trajet de retour. À mon retour sur l'allée de la rue de la Paix, une idée s'était formée. Quelque chose de pointu, mais légal. Douloureux, mais honnête. Pas une vengeance pour le bien de la cruauté. Une vengeance pour le bien de la clarté. La mère de Valérie, Carole, célébrait ses 70 ans dans 2 semaines. Sa fête d'anniversaire serait à la salle des fêtes de Saint-Étienne. Toute la famille serait là. Certains des collègues de Valérie aussi. Leurs pasteurs, des amis de l'église, des gens qui nous connaissaient depuis des décennies.
Valérie voulait que tout soit parfait ce soir-là. Tout ce que j'avais l'intention de faire était de montrer ce qui était déjà vrai. Mais même si le plan s'est installé dans mon esprit, je me sentais coupable, lourd, comme si je trahissais quelque chose de sacré en seulement le considérer. Puis je me suis souvenu des messages, des entrées du calendrier, de la façon dont Valérie avait menti avec un visage droit pendant des mois. Si elle était disposée à risquer notre mariage en secret, alors j'avais le droit de terminer le secret. J'ai passé le jour suivant à tout collecter soigneusement. Je n'ai pas seulement imprimé des captures d'écran, je les ai arrangées comme un rapport professionnel. La date en haut, le contexte en dessous, les marges propres, les coupures droites. Mes mains n'ont tremblé qu'une fois. Et même alors, je les ai forcées à se tenir fermement. Vers minuit, j'ai glissé la dernière page dans un dossier en carton simple. Pas d'étiquette, pas de décoration. Simple, direct, tout comme la vérité elle-même. Mais cela ne veut pas dire que c'était facile. Je me suis assis à la table avec le dossier devant moi, le fixant comme s'il était une arme chargée. Une partie de moi voulait le repousser dans un tiroir, le brûler, prétendre que rien de tout cela ne se passait, prétendre que la trahison n'était pas réelle. Mais la vérité était restée lourde dans ma poitrine. Quand Valérie est rentrée du travail ce soir-là, elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte comme si elle avait peur d'entrer dans notre propre maison. « Philippe », a-t-elle dit doucement, « pouvons-nous parler ?» Je l'ai regardée, vraiment regardée. La femme que j'avais construit une vie avec. La femme qui serrait une fois ma main aux pièces de théâtre scolaires de nos enfants. La femme qui, quelque part le long du chemin, oubliait que j'étais suffisant. « Pas maintenant », ai-je dit. Pour un moment, elle a semblé soulagée, comme si « pas maintenant » signifiait peut-être plus tard. Peut-être que je te pardonnerai. Elle ne savait pas ce qui était assis sur la table entre nous. Et elle ne savait pas à quel point j'ai dû m'approcher dans ce moment de jeter tout le plan loin, de la laisser se radoucir, de me laisser croire que nous pourrions rapiécer des trous aussi profonds. Mais je ne l'ai pas fait parce que, au fond, je savais quelque chose. Recommencer allait être difficile, mais rester aurait été plus difficile. Je ne m'attendais pas à ce que la salle des fêtes soit aussi petite. Sur le trajet, je me disais constamment que j'étais prêt. J'avais le dossier coincé sous mon bras, ma chemise repassée, ma respiration régulière. Mais la seconde où je suis entré dans l'air chaud et bruyant et chili de la salle des fêtes de la mairie de Saint-Étienne, une vague de doute m'a frappé si fort que j'ai presque fait demi-tour et j'ai marché de retour à ma camionnette. Les gens étaient là partout. Les enfants courant entre les chaises pliantes, les hommes en casquette de vétérans se tenant autour des plats cuisinés, les femmes arrangeant les nappes en plastique et les assiettes en papier. Quelqu'un avait mis un gâteau énorme avec « Joyeux 70e anniversaire Carole » en glaçage rose. Ce n'était pas une foule sans visage. C'étaient des gens qui connaissaient Valérie et moi pendant 30 ans. Des gens qui nous envoyaient des plats cuisinés quand notre fils s'était cassé la jambe. Des gens qui nous embrassaient à l'église. Des gens qui pensaient que nous étions solides. Et soudain, j'ai senti comme un intrus dans ma propre vie. Valérie m'a vu entrer et s'est arrêtée à mi-pas comme si son cerveau ne savait pas comment me traiter. Son sourire s'est fliqueré, poli et cassant. « Philippe » a-t-elle dit, lissant sa robe. « Tu l'as fait. »« Oui » ai-je dit. Je ne voulais pas manquer la grande nuit de Carole. Ses yeux ont brièvement baissé vers le dossier en carton. Elle a pâli juste un peu. Pas assez pour que quelqu'un d'autre le remarque, mais je l'ai vu. « Philippe, peut-être que nous devrions... » « Plus tard, ai-je dit. C'est la nuit de ta mère. Ne faisons pas de scène. C'était la vérité et aussi pas la vérité. Je n'étais pas venu ici pour causer du chaos. Je suis venu ici parce que le chaos avait déjà vécu dans ma maison pendant des mois et il était temps que tout le monde le voie. Mais cela ne veut pas dire que je n'avais pas peur. J'ai participé au bord de la pièce, regardant les gens rire et discuter. Les tasses en papier remplies de bière ou de punch faible. Les lumières fluorescentes bourdonnent. Le drapeau américain dans le coin s'est affaissé sur le podium en bois. La marmite sentait comme du chili, de la saucisse fumée et du vieux café brûlé dans le fond d'une cafetière percolateur. Mes paumes transpiraient. Mon battement cardiaque frappait contre mes côtes dans un rythme rapide et inégal. « Qu'est-ce que tu fais, Philippe »
Une voix dans ma tête a chuchoté. « Ce n'est pas toi. Tu n'humilies pas les gens. Tu ne traînes pas les affaires privées en public. » Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que je devais avoir retiré Valérie à part, lui donner le dossier et partir. Pas de spectacle, pas d'audience, juste une rupture propre. Puis je l'ai vu. Mark Jensen, se tenant près de la table des desserts, dans une chemise boutonnée comme s'il lui appartenait, riant avec le cousin de Valérie, mangeant du gâteau. Pas un seul signe de honte sur lui. Quelque chose en moi s'est solidifié. Il ne souffrait pas. Il n'était pas désolé. Il n'était même pas nerveux. Il était confortable. Et à ce moment-là, ma peur s'est transformée en but. Pas la rage but. Un but. La mère de Valérie, Carole, s'est frayé un chemin vers moi, souriant largement, portant un chemisier bleu vif. Elle m'a étreint. « Philippe, je suis tellement heureux que tu sois ici, » a-t-elle dit. Je l'ai serré en retour. Je ne l'aurais manqué pour rien au monde. Elle sentait la lavande et le genre de lotion de pharmacie qu'elle avait utilisé pendant tout mon mariage. Plus j'ai regardé autour, plus c'est devenu clair. Ces gens n'étaient pas étrangers à la vérité. Ils méritaient de la connaître. Valérie les avait tissés dans une histoire qui n'était pas réelle. Une histoire où elle était fidèle. Une histoire où j'étais oblivieux. Si elle ne respectait pas la vie que nous avons construite, le moins que je puisse faire était de respecter les gens en elle, en ne les laissant pas vivre dans un mensonge. Quand le dîner s'est terminé, la discussion s'était adoucie. Les refills de café se sont ralentis. Les assiettes en papier ont commencé à s'empiler près des poubelles. Une playlist de musique country bourdonne sous le bruit. C'était mon moment. J'ai marché vers le podium. Mes jambes se sentaient lourdes, rigides. À mi-chemin, le doute m'a frappé à nouveau, pointu et soudain. Je n'étais pas un homme dramatique. Je n'aimais pas l'attention. Je ne voulais pas de pitié ou d'applaudissements ou de chuchotements. Je voulais juste la vérité. J'ai tapé une cuillère contre une tasse en plastique. Ting, ting, ting. La pièce s'est calmée. Quelques personnes ont tourné leur chaise. Quelqu'un a dit à ses enfants de s'asseoir. Valérie s'est figée près de la table à boire. Marc a mis sa fourchette soigneusement comme s'il voulait fondre dans sa chaise. « Bonsoir tout le monde !» ai-je dit, me raclant la gorge. « Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. » Ma voix a tremblé sur la première phrase. Pas beaucoup, mais assez que je l'ai entendu. Assez pour avoir dû déglutir dur avant de continuer. Nous sommes tous ici pour célébrer Carole ce soir. 70 ans. C'est quelque chose qui vaut la peine d'apparaître pour. Les gens ont murmuré un accord. J'ai regardé Carole puis revenir à la pièce. Je veux aussi parler d'honnêteté. L'honnêteté que nous devons aux gens qui nous aiment, les gens qui nous font confiance. Mes mains tremblaient à nouveau, cette même fine vibration. J'ai stabilisé le dossier contre le podium. Valérie et moi, nous avons été mariés 30 ans, ai-je dit, et je pensais que je devais aux gens qui nous connaissent de partager quelque chose que j'ai récemment appris. J'ai ouvert le dossier. Valérie a haché de l'air. Ce n'était pas fort, mais dans la pièce silencieuse, c'était pointu comme un couteau. J'ai lu le premier message. Ton sourire me manque. Un ondulation a traversé la foule. Valérie a fait un pas en avant. Philippe, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai continué à lire. Je n'arrête pas de penser à vendredi dernier dans ta voiture. Quelqu'un a dit « Oh mon Dieu !» J'ai lu les horodatages, les dates, les déjeuners, les vendredis soirs. J'ai gardé ma voix niveau, stable, comme j'explique une chaudière cassée à un client. Le visage de Marc s'est tourné blanc fantôme. Il s'est levé abruptement, mais avant qu'il puisse s'échapper, Franck de la comptabilité, qui se tenait juste derrière lui, a mis une main ferme sur son épaule. « Restez assis !» a dit Franck tranquillement. « Tu devrais écouter ça. » Valérie a couvert sa bouche avec les 2 mains, les yeux remplis de larmes. Elle n'avait pas pleuré quand elle était censée. J'ai fermé le dossier. « Ce n'est pas une vengeance, » ai-je dit, bien que ma voix se soit cassée. C'est une clarté. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé dans mon mariage, maintenant vous le faites. Et si vous avez jamais vous demandé si le silence est plus facile que la vérité, prendre de moi. Ce n'est pas le cas. La pièce a retenu son souffle. J'ai reculé du podium. J'ai ramassé le dossier et j'ai passé près de la table à manger. Carole, bénie soit-elle, a tendu la main et a touché mon bras. Ses yeux étaient mouillés.
Philippe, a-t-elle chuchoté, je suis tellement désolé. Je me suis penché vers elle et ai dit doucement, Joyeux anniversaire, Carole. Je devais faire cela avant de pouvoir célébrer autre chose. Puis j'ai marché hors de la salle des fêtes dans la froide nuit d'hiver de Saint-Étienne, mon souffle se brouillant l'air, mes mains tremblant toujours, mais pour la première fois en moi, mon cœur régulier. Je me suis assis dans mon camion à l'extérieur de la salle des fêtes pendant un long moment, avec le moteur éteint, regardant mon souffle se brouiller le pare-brise. Les lumières du bâtiment ont versé sur le parking couvert de neige, jaune et instable, comme si le monde à l'intérieur tremblait toujours à partir de ce qui venait de se passer. Mes mains ne tremblaient plus. Ils se sentaient vides à la place, comme si tout ce que j'avais retenu pendant des mois avait finalement levé, laissant derrière un calme qui ne faisait pas mal. Je ne suis pas rentré à la maison ce soir-là. Je n'en voulais pas. La maison semblait contaminée d'une certaine manière, imprégnée du genre de silence qui prétend être normal, jusqu'à ce que vous sachiez ce qui est dessous. Alors j'ai conduit à Villeurbanne chez mon fils Luc. Il a ouvert la porte en jogging et un t-shirt de son équipe de football locale. « Papa » a-t-il dit, confus. « C'est tard. »« Je sais » ai-je dit. « Puis-je rester quelques jours ?» Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'avait pas besoin de. Il a juste fait un pas de côté et m'a laissé entrer. Son sous-sol est devenu ma salle après ça. Un vieux canapé, le bourdonnement d'un petit réfrigérateur, une lampe qui scintillait si vous respirez sur elle d'une certaine manière. J'ai dormi mieux là-bas que je n'avais en des mois. Le lendemain matin, toute la ville s'est sentie différente. Ou peut-être que moi j'ai fait. J'ai conduit à un café pour une tasse de café brûlé et l'un de ces sandwichs de petit déjeuner qui sont toujours soit trop secs, soit trop gras. Le commis, un gars environ mon âge, m'a hoché la tête comme il l'avait toujours fait, ignorant que ma vie s'était ouverte à 12 heures plus tôt. Je me suis assis dans mon camion avec le café, réchauffant mes mains, et j'ai regardé le soleil ramper à travers l'horizon de Saint-Étienne. La neige sur le trottoir s'est transformée en or. Un bus scolaire a klaxonné quelque part. La vie a continué. Quand j'ai finalement vérifié mon téléphone, j'avais 4 messages vocaux de Valérie, tous courts. « S'il te plaît, appelle-moi, Philippe. S'il te plaît, je suis tellement désolé. Nous pouvons réparer ça. » J'ai écouté tous. Je n'ai pas rappelé. Vers midi, elle a envoyé un long SMS. Des excuses, des explications, des promesses, dont aucune n'a changé ce qui était arrivé. Je l'ai lu 2 fois juste pour être sûr. Puis j'ai laissé ça sans réponse. Cet après-midi, j'ai à nouveau rencontré maîtresse Mercier, l'avocate. Son bureau sentait le vieux papier et le nettoyant citron. « Vous avez fait ce que vous aviez besoin de faire », a-t-elle dit simplement, glissant une pile de paperasse vers moi. « Et maintenant, nous affrontons le reste. Les documents de divorce, les listes d'actifs, les étapes suivantes. Rien d'elle bien, mais rien aussi d'elle mal. » Cela s'est senti nécessaire. Quand j'ai quitté son bureau, le vent du fleuve Loire coupait froid sur mon visage. J'ai marché le long du chemin riverain pendant un moment, les mains profondément dans mes poches de veste, regardant les oies flotter par comme si elles possédaient l'endroit. J'ai essayé de comprendre ce que je ressentais. Ce n'était pas du triomphe. Il n'y avait pas de victoire dans l'exposition de quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Ce n'était pas non plus l'amertume. J'étais trop fatigué pour amertume pendant un long moment. Surtout, c'était un soulagement. Un soulagement que je n'étais pas fou. Un soulagement que mes instincts n'étaient pas erronés. Un soulagement que j'ai enfin arrêté de prétendre que tout allait bien. Recommencer à 58 n'était pas quelque chose que j'avais jamais pensé que je ferais. Quand vous êtes jeune, vous supposez que les gros chagrins arrivent tôt. Vous ne vous imaginez pas assis dans un sous-sol à un âge où vos genoux craquent chaque fois que vous vous levez, se demandant ce qui arrive après. Mais là, j'étais, et étrangement, cela ne m'a pas fait peur autant que je pensais qu'il le ferait. Quelques jours plus tard, Valérie et moi, nous nous sommes rencontrés à un endroit neutre, une cabine au restaurant La Maison du Café sur la 1er avenue. Elle a pleuré avant même de s'asseoir. Elle a atteint mes mains. Je les ai gardées repliées dans mon giron. « Tu me manques », a-t-elle dit. « Tu manques ce que nous avions l'habitude d'être », ai-je dit doucement. « Pas ce que nous sommes maintenant. » Elle a pleuré plus difficile. Au cours des années,
J'aurais donné n'importe quoi pour réparer les choses pour elle. Mais assis en face d'elle ce matin-là, avec l'odeur du café et des crêpes à la dérive autour de nous, j'ai réalisé quelque chose d'important. Vous ne pouvez pas réparer la confiance en prétendant que les fissures ne sont pas réelles. Et je n'allais pas passer mes années restantes à prétendre. Quand nous nous sommes levés pour partir, elle m'a étreint. Je l'ai laissée parce que 30 ans d'histoire ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais quand elle a chuchoté « Philippe, s'il te plaît, rentre à la maison », j'ai reculé. « Je ne pense pas que c'est la maison plus », ai-je dit. Elle a acquiescé à travers ses larmes. Et c'était la chose la plus proche d'une clôture que nous allions obtenir. Les jours qui ont suivi ont été lents mais réguliers. Les matins tranquilles, avec un café bon marché, les promenades le long du fleuve, les longues conversations avec Luc. J'ai réparé un certain nombre de choses autour de sa maison. J'ai aidé à colmater le plâtre du mur. J'ai cuisiné le dîner 1 ou 2 fois. Je me suis senti utile à nouveau. Certains soirs, je serais assis dehors, regardant le ciel s'assombrir sur le quartier, pensant à la façon dont la vie est étrange, comment elle peut tomber en morceaux et pourtant continuer. Comment un homme peut perdre tout ce qu'il pensait, était certain, et encore une fois, respirer plus facilement après. Une nuit, Luc s'est assis à côté de moi sur les marches arrière. « Ça va, papa ?» a-t-il demandé. J'y ai pensé. « Je vais mieux », ai-je dit. « Je m'améliore pas à pas. » Il a acquiescé. « C'est suffisant », a-t-il dit. Et il avait raison. Personne ne rebondit du jour au lendemain. Personne ne guérit selon un calendrier, mais pas à pas, souffle par souffle, ça s'allège. Et peut-être que c'est le point. Si vous écoutez cela, si quelque chose dans mon histoire vous semble familier, laissez-moi vous dire quelque chose. J'aimerais que quelqu'un me l'ait dit. Vous n'êtes jamais trop vieux pour vous tenir debout pour vous-même. Vous n'êtes jamais trop loin parti pour recommencer. Et vous n'êtes jamais aussi seul que vous le pensez. Si mon histoire vous signifiait quelque chose, si cela vous a rappelé votre propre force, si cela vous a aidé à vous sentir compris, même pour quelques minutes, j'espère que vous continuerez. Je partage des histoires comme celle-ci parce que nous, les gens de notre âge, méritons d'être entendus aussi. Et si vous voulez plus d'histoires de vérité, de seconde chance, et les gens trouvant leur chemin à travers les parties difficiles de la vie, allez de l'avant et cliquez pour me suivre. Ne faites pas défiler. Ne dites pas peut-être plus tard. Cliquez maintenant pour ne pas manquer le prochain chapitre, parce que la prochaine histoire pourrait être le rappel dont vous avez besoin demain.